Bonjour à tous les trois, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir nombreux comme ça. Donc pour cette première table ronde matinale, vous voici donc réunis, vous qui dirigez les trois vénérables institutions cofondatrices avec Libération de cette Biennale du Vivant. Donc je vais vous présenter à nouveau rapidement pour peut-être les personnes qui ne vous connaîtraient pas. Frédéric Worms, donc vous êtes philosophe et vous dirigez l'École normale supérieure PSL où nous sommes aujourd'hui. Emmanuel Thiblou, vous venez du monde des lettres et des arts et vous dirigez l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'ENSAD. Et Gilles Bloch, vous êtes polytechnicien, médecin et vous êtes le tout nouveau président du Muséum national d'histoire naturelle depuis le 1er septembre. Et donc on le voit, vous venez tous les trois d'horizons très différents. Et c'est ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce qui va nourrir cette table ronde et cette biennale, dont l'idée est de croiser les regards et les savoirs sur le vivant. Alors la première chose que moi je voudrais vous demander à tous les trois, c'est ce que vous inspire l'intitulé choisi pour la biennale « Nous », point d'exclamation, le vivant. C'est un intitulé qui étonne, qui nous interpelle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce « nous » ? Allez, j'y vais. Allez-y, Bon. je ne sais pas qui va commencer, mais voilà, je sais que vous avez écrit dessus, oui, Voilà, dans le supplément. J'y vais parce que je suis le seul biologiste autour de la table et même si après le vivant, il est à tout le monde, hein, on est là justement pour croiser les sensibilités, mais je pense qu'on y reviendra au cours de la discussion. Cet intitulé que je n'ai pas choisi, hein, puisque je viens d'arriver, Nous le vivant, c'est à la fois cette communauté d'origine, hein, puisque tout le règne vivant, il provient probablement de quelques événements initiaux il y a presque 4 milliards d'années qui ont donné lieu à cet événement assez exceptionnel, puisqu'on ne l'a pas retrouvé encore dans les autres planètes qu'on commence à explorer à distance, mais on partage vraiment la conviction avec la communauté scientifique que ça vaut le coup de continuer à chercher parce que c'était peut-être pas un événement si exceptionnel. Donc c'est cette communauté d'origine et transversalement c'est cette communauté d'interactions bénéfiques, parfois maléfiques. Toutes les lignées vivantes, toutes les espèces sont en interaction d'une façon ou d'une autre et je pense que c'est vraiment une dimension horizontale aussi à approfondir. Donc le nous, il est dans les deux directions. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est une façon assez juste de nommer le paradoxe et la difficulté et l'engagement et l'élan que nous représentons et de cette situation, dans le sens où nous, c'est le pronom de la communauté, le pronom qui dit le rassemblement, c'est le pronom qui dit la communauté, le pluriel, le rassemblé et le unifié au nom de valeurs et d'un engagement commun. Et puis on l'a fait suivre de le vivant. Le vivant, c'est un singulier, un substantif, ça vient rassembler une grande diversité d'éléments, de toutes les formes du vivant. Et le paradoxe est le suivant, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit « nous, le vivant », qui va parler au nom du vivant. Ce quelqu'un, c'est l'humanité. Donc l'humanité qui dit à la fois son appartenance au vivant et en même temps qui est la seule représentante du vivant à être douée de parole et à pouvoir parler au nom du vivant avec toutes les difficultés qui peuvent être liées à la question de la représentation. Quand il y a de la représentation, il y a un représentant qui s'institue en lieu et place du représenté et qui dit qu'il est capable de parler le représenter. Et donc avec ce paradoxe, cette tension, qu'est-ce qui vient légitimer la capacité de l'humanité à représenter le vivant? C'est sa capacité à être parlante et à être la forme parlante du vivant et la forme rationnelle du vivant qui peut s'emparer du vivant et le défendre, ou en tout cas le faire exister, mais avec toujours un risque qui est celui
dont j'imagine nous allons le parler, qu'est-ce qu'on peut appeler le régime de la séparation, en tout cas cette tension entre l'appartenance et la séparation. La séparation, c'est le seul fait aussi du langage, de symboliser, il faut être séparé pour le nommer, ou plutôt en nommant, j'institue que je suis séparé de ce que je nomme. Donc voilà, il y a toute cette tension et cette difficulté passionnante qui me semble vraiment entièrement contenue dans cette formule. Et puis un dernier mot, en l'occurrence, et qui dit la difficulté tout de même de l'exercice, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ici, nous le vivant, c'est 3 hommes blancs entre le 50 et le 60 ans occidentaux, voilà, et qui vont donc dire, nous... Non, Coralie, sans vous faire offense du tout, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes, en tout cas, vous nous donnez la parole en disant qu'est-ce que c'est que nous le vivant. Et donc, et là aussi, enfin, c'est toute l'espèce de tension et de difficulté, c'est-à-dire qu'il faut parier sur la capacité à celui ou à celle qui dit nous de représenter vraiment toute la diversité du vivant. Et c'est cette espèce d'impossible pari que nous essayons de tenir ici. Je dis un mot aussi. Oui, allez-y, parce que vous avez consacré votre tribune à cette question. Dans la tribune que vous m'avez demandé, j'ai réfléchi un peu là-dessus, mais en écoutant ce qui vient d'être dit, pour moi, le plus important finalement dans ce titre qui est très surprenant, d'abord qui a surgi de discussions entre celles et ceux qui organisent concrètement les événements de la journée, donc merci à elles et à eux, hein, c'est vraiment un travail collectif, et ça a surgi comme ça. Moi, je me souviens de la discussion à laquelle j'étais, où on bouillonnait sur les titres, c'est du brainstorming et c'est sorti vraiment spontanément. Peut-être que le plus important, c'est le point d'exclamation, en fait. Parce que le point d'exclamation, il dit qu'il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, moi, ce qui me frappe le plus, en fait, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, les humains prennent conscience qu'ils sont des vivants, ils prennent conscience par plein de facteurs, par la médecine, il y a eu des maladies qui nous ont fait prendre conscience que tout notre être est déterminé par notre constitution biologique, que ce soit le sida, le retour du vivant, c'est aussi le retour d'une vulnérabilité, bien sûr, hein, avec aussi les maladies d'Alzheimer, les maladies du cerveau, et puis cette prise de conscience désormais que cette fragilité du vivant, elle est totalement collective. Et c'est un nous, effectivement, qui pose plein de problèmes, qu'on va déplier toute la journée, mais qui est d'abord une exclamation, d'abord une sorte de prise de conscience. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette dimension d'expression, d'engagement, aussi cette dimension artistique que l'ENSAD apporte avec nous. Et peut-être l'autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est un espace qui s'ouvre pour des projets concrets, et que finalement, ce nous, il n'a rien d'immédiat. Il y a une exclamation, il y a une prise de conscience, mais elle n'est pas si évidente que ça. Et je pense qu'il faut résister aussi à des sentiments que tout est réglé dès qu'on a pris cette conscience affective. Voilà, dans l'histoire de la philosophie, on y reviendra peut-être. Chacun a son regard aussi. Alors on va parler aussi un peu personnellement depuis nos disciplines. Dans l'histoire de la philosophie, il y a plein de sentiments du vivant qui donnent lieu à des vitalismes que je dirais moi non critiques, mais ils sont très différents. Il y a nous, le vivant, de l'empathie, de la pitié, de la communauté partagée de sentiments, ce qui fait que quand on voit un être vivant, quel qu'il soit, souffrir ou mourir, on souffre avec. Et puis il y a un nous, le vivant, beaucoup plus compliqué, du conflit entre les vivants, de ce que Darwin a appelé de manière un peu risquée la lutte pour la vie, avec tous les contresens auxquels ça a donné lieu au XXe siècle, des vitalismes très agressifs, l'espace vital, la guerre pour la vie, la destruction. Donc le négatif fait aussi partie du vivant. Et c'est pour ça que je pense, moi, aujourd'hui, que c'est sous le signe du danger commun qu'on doit penser le vivant, avec 2 repères, vraiment. Et c'est pour ça que la philosophie doit venir avec les autres, jamais toute seule, parce que sinon elle peut dire beaucoup de bêtises sur le vivant. Et il faut la science. C'est la science qui nous dit en quoi nous sommes vivants, en quoi le vivant est réellement menacé, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on peut et qu'on doit faire, et la politique. Et dans la politique, j'inclus aussi l'économie et la société, parce que nous, le vivant, c'est aussi un projet politique. Dans la tribune, je rappelle le début de la Constitution américaine, « We, the people ». Et dans nous, le vivant, il y a aussi un peu cette déclaration. Et peut-être le dernier mot aussi, parce qu'on en parlait hier avec Emmanuel Thiblou, c'est cet étrange mot « le vivant », qui est à la fois neutre, global, apparemment statique, mais c'est quand même un participe présent. C'est un participe présent substantivé. Il n'y en a pas beaucoup. Mais celui-là, il est dans la langue, vraiment. Je ne crois pas qu'il y en ait tant que ça. Hein. On dit pas, on dit la matière, mais on dit le vivant.
Et l'étudiant. 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 Et voilà, il y en a quelques autres quand même. L'étudiant, c'est très beau. Ouais, exactement. Alors, il me semble que le mot-clé, le fil conducteur de cette table ronde, ça peut être la question du lien, des liens, puisque c'est ce qui caractérise le vivant, les liens. Toute vie sur Terre repose sur des liens, du partage, des dépendances, de la coopération. Gilles Bloch, vous l'évoquiez un petit peu en introduction. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi nous, les humains, par exemple, nous dépendons tous de la biodiversité dont nous faisons d'ailleurs partie, et puisque c'est un peu votre spécialité, est-ce que vous pouvez aussi nous parler des liens, par exemple, entre santé et environnement? Alors ça, c'est ce que j'appelais la dimension horizontale du nous. Voilà. L'homme qui a quand même tendance, même dans les propos d'Emmanuel, à s'exclure un petit peu du collectif depuis des siècles et même des millénaires, et on voit l'effet dévastateur que ça a actuellement. Il est quand même étroitement lié à l'ensemble du règne vivant, à la fois par des liens bénéfiques et par des liens parfois négatifs. Alors les liens bénéfiques, c'est tout simplement au niveau de la physiologie de l'organisme humain. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on sait très bien que si on n'avait pas dans notre tractus digestif autant de bactéries que l'ensemble de toutes nos cellules qui, avec notre ADN humain, on serait incapable d'assimiler correctement les nutriments qui arrivent par notre alimentation. On sait aussi que l'évolution de l'être humain sur la courte lignée qui date d'environ 300 000 ans, elle s'est faite aussi avec des passages horizontaux directs via des virus notamment qui participent au mécanisme d'évolution, d'adaptation à notre environnement. Et donc cette communauté, je dirais, physiologique, évolutive, elle est essentielle, mais encore un tout petit peu anthropocentrée. Ouais. Ensuite, dans l'horizontalité, il y a bien évidemment toute la dépendance de l'être humain vis-à-vis des services que rendent la nature à travers la biodiversité. Donc on pense bien évidemment à l'alimentation avec les nutriments que j'ai évoqués, mais c'est aussi l'eau, mais c'est aussi l'oxygène que nous respirons. Voilà. Et si on dégrade, comme on est en train de le faire à une vitesse vertigineuse, ce réseau de millions d'espèces dans lequel nous baignons, on sait que notre lignée humaine qui est, et je reviendrai sur la verticalité dans un autre tour, on sait très bien qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est confortablement installé. Et l'un des phénomènes très très palpables dans l'histoire récente, c'est la fragilisation des écosystèmes, le franchissement maintenant des barrières d'espèces par des virus du fait de la déforestation, du fait des mobilités de certaines populations, et l'arrivée de plus en plus fréquente, puisque tous les experts sont d'accord pour dire que ce qu'on a connu avec le SARS, avec les premières épidémies virales de chikungunya, etc., ça va devenir de plus en plus fréquent. Et on a vu en 2020 comment notre civilisation a pu être mise à l'arrêt pendant quelques semaines avec la Covid. Voilà, donc on est en train de créer une situation de grande fragilité. Et je pense que le point d'exclamation, il faut qu'il nous réveille et qu'on se dise que maintenant, on n'a plus des décennies pour essayer de modifier la trajectoire. On a quelques années, sinon peut-être qu'à l'horizon des âges qui sont représentés ici, on ne verra pas de grands bouleversements, mais nos enfants, nos petits-enfants vivront dans un monde bien triste et bien menacé.
Frédéric Worms, ça donne le vertige, cette idée, ou plutôt ce fait qu'aucun animal, aucune plante, aucun microbe, personne, aucun être vivant n'est réellement autonome. Il est impossible de vivre seul, isolé des autres vivants. C'est assez vertigineux comme perspective. C'est vertigineux. Et la question, c'est pourquoi, dans un certain sens, on vivait jusqu'ici sans le savoir, mais sur ce lien, et aujourd'hui on en prend conscience. Encore une fois, il faut réfléchir à cette prise de conscience. Et c'est vrai que c'est sur le signe de cette fragilité commune, tout à coup, et tous les liens, d'une certaine façon, entre les vivants se révèlent quand ils sont fragilisés. Il y a des distinctions, parce que même dans l'évolution des espèces, il y a des liens entre les espèces, il y a ce lien de la grande fratrie, j'allais dire, de l'évolution. On a visité hier une exposition extraordinaire au muséum qui ouvrira dans 15 jours, qui nous fait vivre dans une simulation notre appartenance à une histoire très longue. Et aujourd'hui, l'histoire humaine rejoint cette histoire naturelle. Mais il y a aussi des liens qui apparaissent dans le vivant, mais très différents, qui sont par exemple des liens intra-individuels dans certaines espèces, comme les êtres humains, des liens d'attachement, des liens d'amour, qui, en fait, sans lesquels on ne peut pas vivre. Et on s'en aperçoit quand ils sont fragilisés, quand ils sont rompus. C'est quand même très troublant qu'on ne s'aperçoit d'un lien que quand il est menacé. C'est vrai, sinon on a l'illusion qu'on peut vivre tout seul. Quand tout va bien, en fait, on oublie ce sur quoi on repose. Et quand il y a une crise, on le redécouvre. Et je pense que c'est quelque chose de très important dont il ne faut pas oublier, en fait, que la pluralité des liens peut créer aussi des conflits entre les relations. C'est-à-dire on a aussi des liens avec nos proches, avec les autres êtres humains, avec comment prendre en compte tous les liens. C'est pour ça que je pense, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que la science est nécessaire, la prise de conscience, mais que ça va être dans un cadre politique, en fait. Parce que quand les liens sont fragilisés, il faut des institutions pour les préserver, et ça ne se fait pas uniquement. Mais donc, c'est pour ça aussi qu'on est dans des institutions de savoir, mais qu'on a besoin de cadres pour agir en commun, et que ce lien doit être, en un certain sens, je dirais, institué. Ce qui est le défi commun d'aujourd'hui. Et alors Emmanuel Tiblou, en quoi est-ce que les liens en général, mais aussi le lien au vivant en particulier, sont au cœur des arts, de la création? L'image de l'artiste seul dans son atelier, de l'écrivain seul à son bureau, c'est trompeur. On ne peut pas créer seul. Je fais un petit pas de côté, mais... Non, mais vous qui êtes très juste, parce que c'est vraiment, en tout cas, c'est la grande question ou la grande affaire à un moment de l'esthétique, des grands débats sur l'esthétique qui vont, au début du 19e siècle, se polariser, si vous voulez, entre deux conceptions de l'art. Vous avez le système des beaux-arts qui vient d'avant et qui se constitue comme une sphère autonome où on doit pouvoir apprécier la qualité de l'œuvre d'art selon des critères qui sont des critères spécifiques et propres au champ de l'art, avec cette idée donc d'une autonomie du champ de l'art et cette idée que la vérité de l'art serait ordonnée à l'art lui-même. Et puis, se met en place, commence à émerger au début du 19e siècle, ce qu'on va appeler les arts mineurs, les arts industriels, les arts appliqués, les arts décoratifs. Et là, on est dans une autre conception de l'art, c'est-à-dire on est au contraire dans une conception de l'art qui serait étroitement articulée à la société et à ce qu'à l'époque on n'appelle pas encore le vivant et pas encore l'environnement, mais qu'on appelle la nature. Et avec cette idée donc que l'art ou l'artiste, il est dans une relation étroite à la nature, et même il est dans cette relation d'appartenance à la nature. Et alors ça nous remet très très loin. Ça nous remet par exemple à la naissance de la poésie selon les Romains. On raconte, vous avez une grande histoire de Rome qui raconte que pour les Romains, la poésie serait née du frémissement du vent dans les arbres, du frémissement du vent dans les feuilles. Et donc, c'est-à-dire que la poésie, si vous voulez, ça serait, pour revenir à ce qu'on disait au départ sur ce nous le vivant, qui dit à la fois dans le nous l'appartenance et la séparation, qui dit l'appartenance depuis une séparation qui est liée à la possibilité même du langage, où la poésie, elle serait cette façon dont une oreille humaine viendrait prendre conscience de la capacité
de ce qu'on appelle alors la nature, par le vent, a sonné. Et cette façon de sonner, c'est-à-dire où la nature se met à sonner à travers le vent dans les feuilles, c'est un récit de la naissance de la poésie. Et si vous allez encore bien avant cela, vous avez toute la tradition grecque, c'est-à-dire de ce qu'on appelle d'abord la poésie didactique chez Hésiode, puis une poésie qui est une poésie tout autre, les idylles de Théocrite, ce moment alexandrin, Virgile. Donc vous avez toute cette histoire de la poésie, qui est quand même, ou toutes ces origines de la poésie, qui sont une façon de signaler voilà, cette façon dont l'humain se rapporte au vivant depuis une position d'appartenance à la nature, et qui va quand même, dont il va se détacher pour l'accompagner par le mouvement de la parole. Et alors, ça va ensuite chez les romantiques, par exemple, c'est vraiment cette conception romantique que vous avez, par exemple, Schelling va dire, il dit quelque chose comme la poésie est le coup d'œil créateur de la nature sur elle-même. C'est-à-dire que le poème, l'art, l'artiste, c'est le détour de la nature qui prend conscience d'elle-même dans la représentation, c'est-à-dire qu'elle se présente à nouveau dans la forme du poème ou dans la forme de l'œuvre. Donc il y a toute cette tradition avec laquelle, à mon sens, le système des beaux-arts vient rompre quand il vient, alors qu'on peut faire remonter aussi à Aristote, c'est-à-dire à une conception autonome en fait de l'œuvre, du poème, voilà, qui serait détachée et qui aurait ses critères d'appréciation propres. Mais si vous suivez très très rapidement, enfin c'est une histoire à la vitesse, presque à la vitesse avec laquelle on a parcouru la naissance de l'humanité hier, l'histoire de l'humanité hier, l'histoire du vivant hier. Le système des beaux-arts, si vous tirez le fil de ce système qui dit en fait l'art est un système autonome. Vous arrivez ensuite à ce qu'on va appeler, disons, le modernisme, c'est-à-dire avec cette idée selon laquelle il reviendrait à l'art de révéler la qualité propre de son médium. C'est-à-dire que le rôle de la peinture, l'histoire de la peinture, ça serait de révéler la planéité, la surface, la couleur. L'histoire de la sculpture, ça serait de révéler le volume, la matérialité de la forme dans l'espace, etc. Ensuite, vous avez ce moment qui est le moment conceptuel et qui, pour moi, est le début de du moment spéculatif de l'art, c'est-à-dire où l'art réfléchit sur lui-même, et tout ça finit dans un moment spéculatif, mais au sens économique de la spéculation, c'est-à-dire un art qui est complètement clos. Et à côté de ça, vous avez cette histoire qui est l'histoire que nous, on porte à l'école des arts décoratifs, qui est donc cette histoire des arts décoratifs, dont une des façons, enfin ça sera la devise de l'Union des arts décoratifs, c'est l'alliance du beau et de l'utile, c'est-à-dire l'articulation entre la sphère de l'esthétique, la sphère des formes, et puis les questions de société, mais aussi la nature, le vivant, etc. Et cette histoire-là, elle va donner aujourd'hui le design qui est vraiment le souci de l'usage. La pensée du design, c'est forcément une pensée de la relation. Parce que quand vous construisez, quand vous concevez un objet, un service, un dispositif, vous concevez aussi une façon de l'utiliser et vous concevez aussi des façons de nous relier. C'est pour ça que je crois beaucoup dans cette idée selon laquelle les arts décoratifs, qui sont historiquement les arts d'habiter parmi les vivants, sont vraiment les arts écologiques d'aujourd'hui. Et le relais aujourd'hui de cette histoire des arts décoratifs, à mon sens, il est représenté par le design et toujours par la poésie, même dans ses formes les plus contemporaines. Enfin, je pense à des gens comme Frédéric Boyer, par exemple, qui retraduit magnifiquement le Virgile dans un titre sublime qui est Le souci de la terre, mais qui écrit aussi des petits livres comme Dans ma prairie. Enfin, il y a toute une poésie contemporaine qui reste extrêmement attentive au vivant et qui tourne notre regard, qui tourne notre parole, qui tourne ce qui fait le propre de l'homme vers le souci de la terre et du vivant. Alors on a l'impression que cette crise extraordinaire du vivant que nous provoquons en ce moment, nous, l'être humain, elle vient peut-être du fait que nous avons
oublié cette question de l'interdépendance qui caractérise le vivant, nous avons nié ces liens, et que l'Occident, nous sommes mis à penser trop étroitement en silos, à séparer les savoirs, séparer les disciplines, séparer nature et culture. Est-ce que vous sentez un frémissement en ce moment et un rapprochement peut-être des disciplines? Est-ce que l'interdisciplinarité est quelque chose qui est en train d'émerger, de foisonner et de permettre de recréer ce lien perdu? Non, c'est juste parce que je voudrais faire le lien entre ce que vient de dire Emmanuel Thiblou et la question de Coralie Chaube. C'est juste pour ne pas perdre ce fil. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel sur l'idée que l'expérience de l'art, l'expérience de la beauté d'une manière plus générale, est entièrement relationnelle et liée au vivant des deux côtés. C'est-à-dire à la contemplation du vivant par un vivant. Et à cette double rencontre et cette double expérience vitale, en fait, qui nous rappelle que nous sommes des vivants devant le vivant et qui passe en effet par cette caractéristique, cette singularité de l'exclamation, du poème, de l'art, de la parole, de l'œuvre, mais qui est ce lien. Et la preuve pour moi, et c'est pour ça que je vais introduire l'interdisciplinarité aussi, la preuve, c'est que l'expérience, c'est toujours par le négatif. Donc moi, je défends ce que j'appelle un vitalisme critique. Il y a toujours une sorte de preuve par le négatif. Et la preuve, c'est qu'on peut détruire cette expérience esthétique de deux façons. En détruisant le monde, en le rendant laid, inhabitable. Et c'est vrai que la souffrance vitale, c'est toujours aussi accompagné d'une sorte de laideur. Et d'ailleurs, la mort est laide, puante, repulsive. Et aujourd'hui, l'art prend en compte aussi cette négativité du vivant, et avec ce problème de rendre beau ce qui est laid ou pas, ce qui est une vraie question. Mais il y a une autre manière de détruire l'expérience esthétique, c'est de détruire la subjectivité vivante des humains qui ne peuvent plus accéder à leur... Et donc il faut aussi protéger les êtres humains et d'une certaine façon voir en quoi cette expérience relationnelle se traduit dans toutes les dimensions. Quand on va au muséum, c'est pour ça que l'interdisciplinarité est très importante, on a la science, mais on a aussi l'exposition du vivant, ces extraordinaires squelettes, cette beauté du vivant, dont certains philosophes ont pris comme un mystère. C'est une beauté inadressée. C'est-à-dire, on peut toujours lui attribuer une fonction. Elle a une fonction vitale de sexualité, de reproduction. Pourquoi est-ce que la parade des oiseaux? Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment qu'une forme vitale est belle? Il y a plein de raisons à ça. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette dimension de fonction vitale, qui est quand même là, et de réponse en nous, qui fait que nous sommes vivants quand même quand le monde est beau, pas seulement quand nous survivons. Bien sûr, il faut d'abord survivre, mais il y a toujours aussi un petit émerveillement, sinon c'est plus du vivant. En fait, voilà, on s'aperçoit qu'on a besoin de tous ces aspects du vivant, de le connaître, de le protéger et de l'admirer. C'est pour ça que le muséum, c'est très important. Au XVIIIe siècle, tout à coup, on se met à exposer le vivant, les cabinets de curiosité. Enfin, ça rejoint ce que tu disais. C'est-à-dire, il y a une sorte de relation qui se traduit aussi dans la contemplation, avec le souci aujourd'hui de continuer à ce qu'elle soit possible. Et c'est pas gagné. C'est aussi pour ça qu'il faut je reviens à cette idée de la politique. Il faut des lieux, des villes, des environnements qui soient habitables, contemplables, protégés de la destruction, enfin, et en même temps, pas seulement protégés du négatif, mais donnant lieu à des exclamations positives, en fait. Alors, l'interdisciplinarité... Pardon, oui, d'accord. Oui. C'était implicite dans ce que j'ai dit. Est-ce que c'est pas essentiel, urgent de retrouver cette interdisciplinarité? Mais je voulais revenir sur cette position singulière de l'homme qui est en train de ruiner la nature et en particulier le règne vivant, et cette fragilité du vivant dont il faut qu'on se préoccupe, et cette fragilité, on l'a liée aussi dans la dimension phylogénétique, dans l'histoire du vivant, qui aujourd'hui dans le monde scientifique auquel appartient le muséum n'est plus représenté comme un arbre avec un certain déterminisme presque, et avec l'homme qui trône au sommet de l'arbre, mais comme un buisson foisonnant, un buisson avec
beaucoup d'impasses, beaucoup d'espèces qui se sont éteintes. Et parmi ces espèces, c'est vraiment très intéressant, il y a 3-4 semaines, là je lisais un papier dans Science qui montrait que les lignées Homo qui sont arrivées à Homo sapiens, il y a à peu près 900 000 ans, il y a eu une attrition de la lignée préhumaine qui est arrivée à n'être représentée que par, c'est le chiffre que donne le papier, et j'ai testé auprès de quelques scientifiques, tout ça est discutable, mais ça montre l'ordre de grandeur, il n'y avait sur Terre que 1300 géniteurs de la lignée qui arrive à l'être humain. Donc extraordinaire fragilité, y compris l'être humain est fragile dans son histoire et on pourrait se retrouver dans une situation de grande fragilité. Et donc pour prendre en compte la situation présente, et c'est là que je viens à l'interdisciplinarité, il faut d'abord mesurer de façon scientifiquement précise l'état de la biodiversité. Oui. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a des millions d'espèces, on ne connaît qu'une fraction de la biodiversité actuelle. Donc il faut réfléchir à des modes d'échantillonnage significatifs, à des modèles qui permettent de décrire la biodiversité de façon globale. Et ça part de pratiques de terrain, d'observation, de comptage, qui sont une science parfois très participative, hein, les citoyens y contribuent. Ça se développe beaucoup, ça. Hein. Voilà, jusqu'à des modèles mathématiques qui permettent, à partir de quelques espèces sentinelles, de reconstruire une estimation de l'état global de la biodiversité et donc de pouvoir dire, voilà, là, sur telle famille d'espèces, il y a une alerte au-delà des listes rouges individuelles qu'on est capable de faire. Et donc, on a besoin, et le Muséum l'incarne, mais toute la communauté scientifique, et je salue les collègues de l'ENS notamment, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, il y a un besoin d'une multiplicité de disciplines, des disciplines bien évidemment de la biologie, des disciplines de la zoologie, des disciplines de la modélisation, des disciplines du domaine des sciences humaines pour explorer comment les actions qu'on pourra prendre pour préserver la biodiversité peuvent fonctionner dans le monde réel où on est, parce qu'on peut toujours faire des stratégies de protection et de restauration en chambre sur papier glacé, mais si on n'arrive pas à toucher les bons leviers d'action que les personnes de tous les jours s'approprient, ça ne changera rien, parce que c'est vraiment un phénomène collectif. Voilà, donc on est dans un champ extrêmement interdisciplinaire, et je crois que cette biennale qu'on amorce aujourd'hui va pouvoir faire vivre sur ce lieu extraordinaire qu'on partage avec mes deux collègues, une relation scientifique, mais pas seulement, parce que je crois que les arts font partie des mécanismes d'émotion qui peuvent susciter des prises de conscience, et au Muséum, on est très mobilisé sur à la fois la beauté de la nature quand elle est encore dans un état conservé et des émotions qu'elle peut susciter, et puis de l'utilisation de la nature dans les arts, mais ça tu en parleras mieux que moi. Oui, c'est ça, Emmanuel Tiblou, vous écrivez dans votre tribune, publiée à l'occasion de cette biennale, que la dimension sensible est essentielle dans le rapport que nous devons construire et entretenir avec le vivant. C'est ça que les arts peuvent apporter, c'est peut-être quelque chose qu'on a oublié, le fait de faire appel à tous nos sens, aux sensibles. Il y a un côté froid peut-être qu'il faudrait raviver. Oui, alors je crois que
les arts, c'est vraiment l'autre de la science, et qu'il faut. Enfin, je recite cette phrase que j'ai citée hier au Muséum, mais parce qu'elle me semble bien condenser quand même ce que peut apporter l'art. C'est dans les premières lignes de L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty. La science manipule les choses, mais renonce à les habiter. Et je crois que ce que nous pouvons attendre des arts, c'est une façon d'habiter. C'est apprendre à habiter parmi le vivant. Qu'est-ce que ça veut dire habiter ? Habiter, c'est une espèce de grande métaphore aujourd'hui, hein, l'habitabilité. On parle de la crise écologique contemporaine, on en parle beaucoup depuis la Tour, au moins, comme une crise de l'habiter ou de l'habitabilité. Habiter, ça n'est pas se loger. Habiter, ça veut dire deux choses. C'est avoir un espace d'intimité, un espace à soi, mais c'est aussi voisiner. Et habiter, c'est cette dialectique entre le chez-soi et le voisinage. Le voisinage avec d'autres humains, le voisinage avec le non-vivant, avec les micros qui tombent, avec les appareils, dont il faut aussi parler, parce que le risque du fétichisme du vivant, il est de négliger le non-vivant, c'est-à-dire tous ces appareils, toute cette matérialité inerte qui nous entoure, à laquelle il faut bien le penser, la prise en compte des matériaux, etc., de ce qu'on peut appeler aussi, de ce que certains appellent les technologies zombies, c'est-à-dire des technologies comme la voiture à essence, l'avion, des technologies qui sont déjà mortes dans le sens où elles fonctionnent avec des énergies qui sont déjà mortes et qu'on continue d'utiliser, mais un peu comme la lumière des étoiles mortes continue de nous arriver pendant quelques années. Et donc l'art, pour revenir à l'art, je pense que l'art, mais tel que je l'entends, c'est-à-dire dans cette tradition des arts décoratifs, mais qui est aussi l'architecture, qui est aussi donc le design, qui est cet art d'habiter, il est absolument nécessaire pour que quand nous disons nous le vivant, nous ne le disions pas en étant dans un régime qui est celui de la séparation, mais vraiment le régime de l'appartenance. Ensuite, deux mots, si vous me le permettez, sur la question que vous avez posée sur l'interdisciplinarité. Donc deux mots, deux choses, deux idées très rapides. Oui à l'interdisciplinarité dans le sens oui au dialogue art-science, parce que la vraie interdisciplinarité pour moi, elle est là. Art-science, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, en tant que directeur de l'école des arts décoratifs, j'ai pris la décision, avec l'accord de toutes les communautés de l'école, d'engager l'école dans cette grande université, le PSL, Paris Sciences et Lettres, parce qu'aujourd'hui, une école d'art, elle n'a plus vocation à former des génies solitaires. L'école des arts déco, c'est l'école de Rodin, c'est l'école de Matisse. Aujourd'hui, une école comme la nôtre, mais je pense que toute école doit former des capacités d'agencement, des capacités de travail en collaboration, doit former non plus des individus, parce que même cette notion d'individu, je pense qu'il faut la dépasser dès lors que vous êtes non plus dans une ontologie de la substance et de l'individu, mais dans une ontologie de la relation. Il faut que nous en arrivions à cela, c'est-à-dire à considérer que ce qui est premier, ça n'est pas l'individu, c'est la relation. Donc oui à l'interdisciplinarité, mais je pense qu'il faut aller au-delà de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire plutôt du côté de ce qu'on peut appeler la transdisciplinarité. Et je crois que ce préfixe qui aujourd'hui est un préfixe qu'on utilise énormément, ce préfixe le trans, parce qu'est-ce que ça dit trans ? C'est un préfixe qui est tellement fort qu'il fonctionne presque comme un radical, et du reste il fonctionne comme un radical dans certains contextes où on parle de personnes trans ou de trans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment le préfixe non pas de la relation, mais le préfixe de la traversée. Et je crois que l'expérience du vivant, c'est quand même une expérience de la traversée, c'est-à-dire que tout transite à travers tout. Et que aujourd'hui, ce qui me semble devoir être le promu, encouragé, accompagné, c'est vraiment cette transdisciplinarité, c'est-à-dire toutes les logiques trans, toutes les logiques de traversée,
qui remettent en cause le principe même d'identité. Alors là, je ne sais pas ce qu'en dit le philosophe, mais pour moi, qui ne suis qu'un philosophe amateur au regard de Frédéric, mais j'ai tendance à penser, si vous voulez, que le principe d'identité, c'est le A est A, une chose est une chose. Quand vous rentrez en régime trans, vous rentrez dans cette possibilité que A soit non A. Et vous rentrez dans cette possibilité, comme ça, de dialogue, de connexion, de traversée. Et je crois que notre époque, elle est vraiment celle-ci, avec, et ça sera mes derniers mots, pardon d'être un peu long, mais avec, vous le remarquez, une espèce d'ambivalence, mais qui est une ambivalence significative du préfixe trans, qui à la fois est un préfixe manipulé par la doxa académique, c'est-à-dire tout le monde dit transdisciplinarité, transition écologique, enfin tout le monde manipule, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut être trans, et puis d'un autre côté, c'est un préfixe qui reste hyper minoritaire, qui reste très engagé dans des combats politiques, avec beaucoup de contestations, etc. Et je pense que cette ambivalence du préfixe, elle dit aussi l'ambivalence et la difficulté de la question que nous traitons, et de cet intitulé dont nous sommes partis, nous le vivons. Oui, parce que comment faire concrètement ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un vrai foisonnement là, ces dernières années. Il y a de plus en plus de penseurs du vivant. Il y a Baptiste Morisot, il y a Vincent Després, il y a Emmanuel Ecocha. Et donc cette question du vivant, elle est de plus en plus présente dans les débats théoriques. Mais comment faire en sorte pour que ça infuse vraiment dans la société, que dans les politiques publiques, dans l'éducation, vous parliez de l'importance du politique, il y a aussi donc l'importance de vos écoles, les étudiants, les chercheurs, il faut passer par ça, par l'éducation. Comment faire concrètement maintenant pour que cette question du vivant nous concerne tous au quotidien ? Je peux de nouveau embrayer en reliant, sauf si tu veux. Juste pour répondre à la question que m'a posée indirectement Emmanuel Thiblou sur la question de la relation, je pense qu'il y a toujours deux risques dans les relations. C'est le risque de les oublier, de se penser comme autonome, indépendant, autosuffisant, ce qui est une grave illusion, y compris vitale. Hein. On ne serait pas là si on n'avait pas été soigné dans notre enfance, et on sera tous à un moment donné interdépendants, et on l'est constamment en l'oubliant. Mais il y a aussi le risque de penser que la relation est une sorte d'absorption, d'indifférenciation, de fusion totale. En fait, dans la relation créatrice, il y a aussi de la différenciation et de l'individuation et de la singularité. Et c'est pourquoi les disciplines, en effet, ne doivent pas être conçues comme des tout autonomes, mais doivent sortir différenciées et peut-être relancé dans la relation aux autres disciplines. Donc il y a encore de la biologie fondamentale, il y en a beaucoup ici à l'école, à l'Institut de biologie, il y a besoin aussi de philosophie du vivant pour elle-même, de l'histoire, de toutes les disciplines qui doivent aussi sortir différenciées mais renforcées, relancées par leur relation. Et le transdisciplinaire, moi je le prends non seulement comme une traversée mais comme une transformation. Disons l'interdisciplinaire, on met en commun pour un problème commun, et c'est majeur. La transdisciplinarité, c'est quand le problème vient relancer chaque discipline sur des projets nouveaux. Et ça rejoint votre question, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui, je crois que Pierre Paoletti, qui est là, qui dirige notre institut de biologie, le dirait, que les biologistes continuent à faire de la recherche fondamentale, mais avec une inquiétude nouvelle. Ils se sentent une responsabilité. Nos étudiants ici sont à la fois conscients d'être dans la recherche de fond, mais en même temps de vouloir être utile. Et on peut être utile de plein de façons, y compris en montrant que pour changer la société face au vivant, il ne faut pas seulement connaître les nouveaux dangers du vivant, il faut connaître les résistances historiques des humains, la dimension sociale des humains. Les humains ne sont pas une table rase, les cerveaux font partie d'une société qui est elle-même le résultat d'une histoire vitale, mortelle, conflictuelle. Il faut de l'histoire. Les sciences humaines sont réintégrées aux sciences du vivant tout en restant singulières. Et cette relation, c'est vraiment comme dans les relations humaines. Il y a toujours de risques. Les théoriciens de l'enfance vous le diront. Il y a le risque de la coupure et le risque de la fusion où on n'arrive plus à émerger comme singularité. Donc on a besoin d'une interdisciplinarité qui soit à la fois fondée sur des problèmes communs. C'est le vivant, notre problème commun aujourd'hui, sous le signe de sa fragilité, mais aussi de sa créativité. Mais ce problème commun ne peut être traité que par la rencontre de singularités qu'on encourage. Et donc il faut évidemment une politique du vivant, il faut une politique concrète. Hein. Jean Jouzel, qui parlera tout à l'heure, et aussi bien que Rémi Aillot, d'ailleurs, sont des praticiens du vivant. Mais il faut une politique de la recherche.
il est évident que la recherche est elle-même un objet politique et un objet qui fonde les projets communs, mais qui encourage aussi les perspectives singulières. Et donc voilà, une relation, c'est toujours un entre-deux, c'est une individuation et un partage, mais c'est aussi une individuation. Et on a envie d'œuvres nouvelles, de projets nouveaux aussi dans toutes les disciplines. Et c'est vrai qu'on a la chance dans nos établissements d'avoir ce cadre commun et ces singularités. Et de les mettre en commun, en effet, Emmanuel a cité PSL, on en fait partie. La rue Erasme qu'on va inaugurer va être une passerelle. Et on va avoir 2 grands événements, on le dira tout à l'heure, hein, mais chaque alternant, le vivant et la Biennale du Vivant et la Fête de l'Europe, les étudiants Erasmus aussi. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde international. On a aussi besoin... Donc Emmanuel disait, nous sommes 3 hommes invités par Coralie et Libé, mais voilà, nos fonctions... La façon dont on est nommé atteste qu'il y a quand même voilà, une sorte de... pour accéder à les fonctions qu'on essaye d'occuper. Voilà. Mais il y a aussi, non seulement les 3 hommes blancs, mais le projet aujourd'hui va être assez français, on peut l'internationaliser beaucoup plus. Le vivant aujourd'hui, c'est aussi la planète. La planète, c'est pas seulement des vivants non humains menacés, mais des vivants humains plus menacés que d'autres à certains endroits, etc. Donc, on a aussi des projets de repenser le développement humain, la justice globale. Et le vivant, c'est aussi ces lignes de force. Donc, pardon, là aussi, on pourrait parler très longtemps. On sait qu'on a peu de temps, mais il fallait aussi... Oui, on va vous donner la parole aussi bientôt. Donc. Je vous laisse... Juste répondre à votre question sur le rôle des écoles, le rôle de l'enseignement supérieur par rapport au vivant. Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est la question clé, et il ne faut pas prendre à la légère, ni pour des anecdotes, ni pour des phénomènes de mode, sauf à considérer que dans la mode, il y a quelque chose comme une nécessité ou un destin qui s'annonce, mais des figures comme Greta Thunberg qui décrète la grève de l'école, c'est-à-dire qui ne va pas à l'école, cette figure qui est apparue en 2022, enfin qui en tout cas qui a été médiatisée en 2022, la figure du bifurqueur. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 figures? Elles disent que l'école n'est pas aujourd'hui à la hauteur des attentes de la jeunesse. Et je crois que le rôle de l'école, il est vraiment d'accueillir tous ces désirs de bifurcation existentielle qui se font jour dans la jeunesse, pour se donner les moyens de les convertir en force de transformation sociale. Et c'est ça doit être le rôle de toutes les écoles, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur discipline. Alors, et a fortiori d'écoles comme les nôtres, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'école des arts décoratifs, c'est quand même sans se hausser du col, ce sont des écoles où les étudiantes et les étudiants sont remarquables. Enfin, moi, je n'ai jamais évolué dans un univers là, autre que avant l'école des arts déco, où vous avez une telle intelligence collective qui est l'intelligence de la jeunesse. Aujourd'hui, en 2023, c'est une jeunesse qui est née à peu près en 2000, dans les années 2000, c'est-à-dire au moment même où on invente ce concept d'anthropocène qui dit quelque chose de la dégradation du terrestre et qui vient médiatiser ces questions-là. Donc on a une jeunesse qui occupe une position qui est une position extrêmement particulière, qui est cette position qu'elle doit à sa naissance aujourd'hui. Et cette jeunesse, elle nous arrive par exemple avec des affects qui ne sont pas du tout ceux que moi j'ai pu connaître à l'époque de mes études, il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire, je trouve qu'un des grands affects dominants de la jeunesse telle que je peux la voir, ça n'est pas la jeunesse mondiale, moi je parle de la jeunesse que je connais ici, c'est par exemple l'empathie. Je trouve qu'il y a une espèce d'affect dominant qui est celui de l'empathie, et l'empathie à l'égard d'autrui, l'empathie à l'égard des formes de vie, et cet affect-là, l'empathie, je pense qu'il faut qu'on en fasse quelque chose, parce que c'est vraiment l'affect de la relation. C'est un affect qui est au risque aussi de ne pas se séparer ou se distinguer, comme l'évoquait Frédéric Worms. Mais donc nos écoles, elles ont une jeunesse qui est une jeunesse quand même d'une
d'une intelligence, soit une intelligence scientifique, une intelligence artistique absolument remarquable. Et il faut qu'on se donne les moyens, sans démagogie, mais de construire l'école et de transformer l'école avec cette jeunesse étudiante dont on doit conduire, enfin qu'on doit accompagner pour en faire une force de transformation sociale, tout en acceptant, nous, les encadrantes, j'aime pas trop ce mot, mais on s'expose, on doit s'exposer à être transformé nous-mêmes par cette jeunesse qui a beaucoup de choses à nous apprendre du fait de sa position. Merci. Gilles Bloch, vous voulez peut-être Oui, conclure peut-être avant pour compléter ce que disait Emmanuel, bon, au-delà de la formation des générations montantes qui est extrêmement bien faite sur cette montagne et de la démultiplication que pourront avoir ces élites à travers leur prise de conscience de cette fragilité du vivant. Le muséum qui est un musée qui voit passer 3,5 millions de visiteurs payants, 6 millions de visiteurs tous les ans au Jardin des Plantes, il a un rôle avec d'autres institutions pédagogique de conviction directe vis-à-vis de la population. Parce que là aussi, je l'ai dit dans mon premier propos, on ne peut pas attendre le pas de temps d'une génération pour basculer dans des comportements collectifs beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et ça passe par l'activité des musées. Il y a d'autres musées en région qui peuvent démultiplier ces messages, mais ça passe par d'autres canaux. Aujourd'hui, ici, on est probablement dans un type de population un petit peu sélectionné, mais beaucoup de notre population, leur accès principal à l'information, c'est leur téléphone portable quand ils sont dans le métro ou dans le train. Et donc, il faut qu'on monte le volume sur l'explication de cette fragilité, le risque pour nous humains de dégrader l'environnement vivant, et qu'on passe ces messages à travers de multiples canaux, bien sûr la formation initiale, la formation continue vers les entreprises, la formation des enseignants, parce qu'il faut démultiplier vers les enseignants en place la capacité d'informer, et vers tous les publics, ce qui a absolument besoin d'être fait très vite. On écoutera tout à l'heure Jean Jouzel sur la prise de conscience par rapport au changement climatique qui s'est faite, je dirais presque naturellement, parce qu'on a vécu une grande canicule il y a 20 ans, on a vécu une année exceptionnelle en 2023. Sur le vivant, certes, si on a un jardin, on voit qu'il y a beaucoup moins de passereaux. Si on roule en voiture à la campagne, on voit qu'il y a moins d'insectes sur son pare-brise. Mais on a aussi une capacité d'amnésie vis-à-vis de ces changements qui est terrible. Et je pense qu'il faut nous réveiller, et c'est une des missions institutionnelles de nos établissements. Merci beaucoup. Alors je vois que le temps file et nous avons la chance d'avoir dans la salle, comme vous le disiez, avec nous le climatologue Jean Jouzel, qui est président du conseil scientifique de l'École normale supérieure. Et nous avons aussi Rémi Rouilloux, le directeur général de l'Agence française de développement. Peut-être souhaitez-vous dire chacun quelques mots avant que nous n'ouvrions le débat plus largement avec les questions du public. Rapidement, malheureusement. Parce que oui, merci Coralie. Je vais me lever, donc Jean Jouzel, merci. C'est très sympa de voir autant de monde à cette matinée. Je crois que sur cette, je vais être très bref, mais sur cette partie sur l'interdisciplinarité, bien sûr, on est tous concernés. Alors, on la regarde, je crois, à peu près de notre fenêtre. Moi, je m'intéresse à l'évolution du climat. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire que le réchauffement climatique, ce n'est pas son affaire. C'est ça qui est important. Il n'y a pas non plus de discipline qui puisse se dire, disons, ces problèmes de réchauffement climatique, ce n'était pas mon affaire. Et c'est vrai pour Emmanuel. Moi, j'aime beaucoup l'art, disons, toute la façon dont la littérature, disons, le théâtre, la BD, voilà, les expositions s'emparent de la culture, de l'art, et bon, moi, ça m'intéresse beaucoup. Gilles, c'est évident pour toi, enfin depuis un mois, mais avant, je pense que tu t'intéressais beaucoup, je sais. Donc, et Frédéric, oui, ça l'est également, je crois. On évoquait tout à l'heure le problème de la géo-ingénierie. Hein. Il y a vraiment des vrais problèmes d'éthique, de philosophie dans ce vers quoi on va.
Et je ne voudrais pas être trop long, donc, mais simplement pour dire, simplement redire la conclusion, ce qui est pour moi la conclusion principale du dernier rapport du GIEC, c'est-à-dire que, disons, le réchauffement climatique, si nous ne prenons garde, est une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. C'est ça qui est très important, me semble-t-il. Et c'est au cœur de cette interdisciplinarité. Voilà, et j'aurais aimé, mais on n'aura pas le temps, que vous donniez un petit peu vos pistes pour prendre la mesure, mais pas simplement au titre de notre humanité, mais de la nature qui nous entoure. Vers quoi allons-nous dans nos sociétés au sens large? Merci beaucoup. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de revenir à l'école et de participer à ce débat. Très heureux aussi de voir cette interdisciplinarité en action. C'est l'histoire même de cette école, du muséum. Et je sais, évidemment, on sait la magnifique génération de jeunes chercheurs, vous en avez cité quelques-uns, écrivains, du vivant dans ce pays, dans cette ville. Moi, je vous inviterais, c'est mon rôle comme directeur général de l'AFD, à aller vers la transdisciplinarité, à franchir encore d'autres barrières. Bon, la première, c'est d'aller vers d'autres liens encore, qui sont les liens de nature financière. Donc il faut absolument articuler le monde de la science, le monde de la recherche et le monde de la finance. Et puis je vous inviterai aussi, évidemment, ça a été dit dans la discussion, à aller non seulement vers d'autres liens, mais vers d'autres mondes. La finance, moi j'étais au New York Stock Exchange lundi. On a lancé avec beaucoup de gens une méthodologie pour rendre public les impacts des entreprises sur la nature. Ça s'appelle Task Force for Nature Related Disclosure. Donc c'est des acronymes TNFD. Des acronymes quand on en a le secret, mais c'est bien la dissémination, l'arrivée dans le secteur financier et finalement dans les comptes et les rapports d'activité des entreprises de cette préoccupation du vivant. Et puis d'autres mondes, moi j'étais il y a 2 semaines avec toutes les banques publiques de développement, toutes les caisses des dépôts du monde à Barranquilla et à Carthagène en Colombie. Et là, j'ai vu les maires de ce pays incroyable restaurer des mangroves à l'intérieur même de leur ville, restaurer des forêts urbaines, donc des choses qu'on a parfois même du mal à imaginer dans notre propre pays. Donc on le fait avec Frédéric et l'école normale, on le fait aussi bien sûr avec Gilles, et on le fera beaucoup plus en voisin, puisque l'AFD va déménager bientôt tout proche du Muséum d'histoire naturelle et de cette montagne. Il faut absolument aussi ramener des expériences, des innovations dans lesquelles on investit partout dans le monde, y compris dans des pays qui nous paraissent très lointains, pour notre propre transition, transformation, redirection écologique. Et dernier point, pour ce dialogue entre une science durable et une finance durable, il faut évidemment, c'est pas facile, c'est ce qu'on a dit en 2015 avec les objectifs de développement durable. Finalement, il faut des lieux pour que ce dialogue se produise. Il y a un lieu très intéressant, je fais le lien quand même, qui s'appelle Agir pour le vivant. On n'est pas très loin de Nous le vivant, vous savez, c'est ce festival que Françoise Nyssen, les éditions Actes Sud organisent depuis 3 ans maintenant, 4 ans en Arles, qui permet là aussi de rassembler des artistes, des chercheurs, des activistes, des entreprises, des financiers. Et j'espère que là c'est la première, Nous le vivant, mais qu'on arrivera aussi à Paris. Moi, ma thèse, c'est que Paris, c'est la capitale des solutions pour le développement durable, qu'on a dans cette ville en quantité suffisante la sustainable science, la science durable et la finance durable, et qu'il faut absolument qu'on s'organise, qu'on crée les lieux de ce dialogue. Encore une fois, pour nous, mais aussi pour notre individuation, notre voix, mais aussi dans un partage et une transformation de l'ensemble de nos systèmes, et pour se lier à la décision politique à un moment, puisque c'est ça aussi, le lien suprême, auquel il faut qu'on contribue tous ensemble. Merci.